Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Gotchar, votre podcast pas vraiment hebdomadaire, mais disons assez régulier, qui parle d'actualité automobile et d'essais routiers. C'est d'ailleurs ce qui va m'occuper cette semaine, puisque je parle non pas de un, mais de deux essais, parce que j'ai profité de mes vacances pour essayer la Toyota Supra et je me suis amusé pendant quelques jours à conduire littéralement un ordinateur sur roue électrique, la Mercedes EQS. Parlant d'ordinateur, moi je vais vous parler de ce qu'on peut faire quand on s'y connaît un petit peu en hacking avec sa voiture, dans ce cas-ci une Hyundai. Puis je vais faire un petit retour aussi sur la Mazda MX-30 que j'ai eu la chance d'essayer à relativement long terme, il faut le dire, pendant que monsieur faisait l'essai de sa Supra. Moi c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, cette semaine, beaucoup d'essais. On va le dire, la Mazda MX-30 dont tu vas parler un peu plus tard, moi, je l'ai conduit pendant quelques semaines. Toi, tu l'as conduit aussi, justement, le temps où j'étais absent. Donc, on aura l'occasion d'avoir un portrait peut-être un peu plus grand de ce à quoi ça peut servir une voiture qui a 160 km Surtout d'autonomie. qu'on en avait déjà parlé en fait plus tôt dans l'émission quand c'était encore Ça roule radio. Exactement. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas nécessairement la même vision, toi et moi, de l'obligation d'autonomie et de la façon de l'utiliser. Bon. Euh, Ceci étant dit, je vais me permettre de commencer par autre chose qui est un peu plus sportif, disons-le. C'est la Toyota Supra que j'ai essayé alors que j'étais dans la région d'Halifax. Bon, on a pris quelques jours de congé. Ta mère et moi, tu le sais, on est allé à Halifax. On était trop paresseux et surtout pas assez longtemps en vacances pour dire on va se rendre là en voiture parce que c'est quand même 14 à 15 heures de route. Donc, on a choisi d'y aller en avion. D'ailleurs, presque sans retard, je dois le dire, là, alors que c'était la crise dans les aéroports. Nous, ça a super bien été. Et on est arrivé là-bas et on avait là-bas une Toyota Supra qui nous attendait. Une belle version, 4 cylindres 2 litres, rouge, qui d'ailleurs a attiré l'attention pas mal à Halifax parce que on n'en a pas croisé beaucoup, dire on n'en a pas croisé aucune autre. Bon. Alors, En général, c'est pas comme un véhicule qu'on voit beaucoup là. non, mais en même temps, je t'avoue que là-bas, ça a attiré beaucoup de pouces en l'air. Et il y a même un moment où on était dans un stationnement. On se dirigeait vers notre voiture. On a vu deux gars qui s'en allaient vers l'auto et qui essayaient de prendre des photos discrètement. Alors, à distance, je leur ai déverrouillé la porte. Ils ont fait le saut un peu. Ils nous avaient pas vus. Et je leur ai dit, écoutez, si vous voulez voir l'intérieur, c'est le temps. Là. Donc, ils en ont profité. Alors, donc, c'est une voiture qui a attiré l'attention parce que, il faut le dire, c'est une voiture qui a vraiment un look absolument incroyable. Euh, Elle est vraiment spectaculaire dans son design. Oui, c'est vrai, c'est une voiture qui est partagée avec BMW, hein. On le sait, c'est la Z4 chez BMW. D'ailleurs, on sait qu'il n'y avait pas de manuel du côté de Toyota, il y en avait du côté de chez BMW. La bonne nouvelle, c'est que cette année, Toyota amène d'ailleurs une boîte manuelle sur les plus grosses versions. Donc, ça nous permet d'utiliser tout le potentiel de la voiture. Je suis pas sûr que j'avais besoin du 6 cylindres, qui fait quand même 385 Ouais, c'est chevaux ou à peu puissant là. près. Oui, oui, c'est assez puissant. Moi, j'avais la version moins puissante, celle qui fait 255 chevaux. C'était largement suffisant. Pourquoi? Ben parce que d'abord, j'y ai peut-être. Puis d'autre part, parce que notre parcours, en fait, dans la région d'Halifax, touchait beaucoup, beaucoup d'éléments en ville, hein. On a été souvent en ville. On est allé beaucoup dans les environnements, bon, tu sais, l'espèce de boardwalk, là, la partie sur le bord de l'eau où on a aménagé toutes sortes de boutiques, de restaurants, même le musée de l'immigration qui, en passant, est une visite incontournable si vous allez à Halifax. Là. Allez visiter ce musée-là, vous allez apprendre pas mal de choses. Euh, D'un autre côté, on est aussi sorti de la ville à quelques reprises et on a fait deux types de routes. On a vraiment fait de l'autoroute parce qu'on ne savait pas trop où on s'en allait. Alors, on a voulu se diriger le plus rapidement possible vers Lunenburg, qui est une petite ville à peu près 1 heure et quart, 1 heure et demie à l'extérieur de Halifax, qui est un des endroits les plus touristiques du coin parce que c'est un site patrimonial de l'UNESCO.
C'est un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site qui, historiquement, est très important, qui a un bon quartier, là, je dirais 7 à 8 coins de rue carrés de maisons historiques et de tout ce que tu veux, qui a, semble-t-il, un très, très beau paysage. Je dis semble-t-il parce que quand nous, on est allés, il pleuvait et il y avait de la brume, fait qu'on ne voyait pas à 30 mètres, mais en gros, semble-t-il que c'est C'est un très beau joli. 30 mètres au moins. Ah oui, c'est un beau 30 mètres, un très très beau 30 mètres. Et si vous voulez voir de quoi a l'air Lunenburg, bien sûr, vous pouvez chercher sur Google, hein, il y aura plein d'images, plein de petites maisons colorées. Mais si vous regardez, je sais que dans ton cas, ça te concerne plus, derrière les billets de 100 $ canadiens, Ah, toujours, hein? Ben oui. euh, c'est l'image qu'on a utilisée en fait pour illustrer les 100 $ canadiens. Bon, tout ça pour dire que bon, on est arrivé à Lunenburg, on s'est promené et on est revenu par le bord de l'eau, ce qu'on appelle la route des phares. Les phares sont pas si nombreux, mais la route elle est toute là, une route toute en sinuosité, en montée, en descente, très agréable. Pas obligé d'aller vite pour avoir des sensations dans la Toyota Supra. C'est une voiture qui donne pas mal de frissons quand on la conduit puis qu'on s'amuse un peu avec parce que la direction, elle est extrêmement précise. La voiture est assez légère. Donc, ça permet là, vraiment de s'amuser au volant et de suivre tout ce que tu veux. Petit bémol, cependant, il faut se rendre à bord. OK? Et ça, c'est peut-être l'aventure la plus compliquée qu'on a eu à vivre avec la voiture pendant les quelques jours qu'on l'a eu, parce que si vous regardez la photo de la Supra, vous allez voir que le toit est fait comme deux boules. Comme, bon, quelqu'un disait que ça a l'air d'une paire de fesses, Je suis littéralement. bien d'accord Là. avec elle d'ailleurs. C'est comme si on avait pris deux pilotes à l'intérieur et qu'on avait cogné la tête au plafond pour relever le plafond. Donc, ça fait vraiment deux boules. C'est parfait quand tu es assis à l'intérieur. Les sièges sont confortables, les suspensions sont assez confortables et tu as du dégagement pour la tête, ça va. Le problème, c'est qu'il faut que tu te rendes à l'intérieur et que là, bien évidemment, tu dois te contorsionner un peu et tu dois te baisser un peu pour ne pas te fracasser la tête sur le rebord, ce qui est un peu dérangeant, un peu fatigant, surtout quand tu as le volant dans les jambes et que, comme moi, tu as une silhouette tout en muscles et tout athlétique. Euh, Évidemment, tu auras compris que embarquer, c'était pas si simple. Débarquer, c'était encore moins simple. Surtout qu'on était dans des zones assez urbanisées où les portières sont assez grandes de la Toyota Supra. Donc, il fallait vraiment trouver des stationnements pas trop bondés si on voulait avoir un peu d'espace pour débarquer. Ceci étant dit, c'est un bien petit défaut dont on ne s'est pas tant aperçu. Là, on a fini par s'habituer à la chose. Pour le reste, c'est vraiment une voiture qui donne du feeling. Et moi, je me disais, pour faire des dizaines, même plus que ça, de kilomètres dans une journée, c'est une autosport. Ça, je vais finir par sortir avoir mal au dos. Pas du tout. Honnêtement, c'est beaucoup plus confortable que je le souhaitais. Ce qui m'a dérangé un peu, c'est que je trouve que le système d'infodivertissement est un peu élémentaire. Donc, c'est sûr que c'est pas une voiture qui est faite pour du touring, là. C'est pas fait pour du grand tourisme. C'est fait pour apprécier la conduite. Et au bonheur, c'est une voiture qui s'est avérée très économique en carburant parce qu'on a fait 7,5 litres au 100 de moyenne, c'est-à-dire mieux que ce qu'annonce Toyota. Ce qui est quand même pas négligeable comme intérêt. Donc, honnêtement, c'est une voiture avec laquelle on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. On a vraiment fait toute la route qu'on voulait faire. On a vraiment été à tous les endroits qu'on voulait aller sans problème. On s'est amusé à son volant. On a profité de la chose. Et pour ceux que ça intéresse, il y a aussi un espace de chargement qui est assez digne de mention parce que ta mère et moi, on avait chacun nos valises là, d'aéroport. Tu sais, les valises de cabine, là, des Quand même, hein. carry-on. Ouais, qu'on a rentré à l'intérieur, puis il y avait même de la place pour ramener les souvenirs, je te le signale. Alors, donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment une voiture qui est agréable et qui a un style et un look vraiment, vraiment Moi, je remarquable. ne sais pas. Oui, c'est ça, remarquable, mais je sais pas à quel point, moi, je dirais que personnellement, ça vient me toucher le look. On dirait que c'est un peu comme si on avait pris une voiture sport et qu'on l'avait fait fondre au soleil, là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais tu sais, le devant, on dirait qu'elle a le make-up qui coule un peu. Le côté un peu, je sais pas, comme concave. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui vient pas exactement me rejoindre personnellement. Mais j'avoue que si on regarde la fiche technique, ça a quand même l'air de tout un bolide. Ouais, ben c'est le fun. Puis en fait, mais t'as raison. Je suis obligé de te donner raison. C'est pas un design qui
fait nécessairement l'unanimité. Mais chez Toyota, si tu regardes les nouveaux véhicules, on n'est pas vraiment dans quelque chose qui fait l'unanimité, jamais. Là. On est allé chercher des lignes un peu particulières. Les phares en avant, c'est particulier. On parlait de l'espèce de toit bosselé. Donc, moi, j'aime ça. J'aime ce genre d'affaires-là. Mais il y a un côté... En fait, je te dirais, et là, je vais dire quelque chose de bien gros, là, mais ça me fait penser aux petites autos Hot Wheels que j'avais quand j'étais jeune, qui n'étaient pas des vrais modèles. Tu sais, là, dans le temps où les designers faisaient des Hot Wheels Genre un peu flyés. off-brand, là? Ok, oui. Ouais, exactement. Ok. Ça me fait un peu penser à ça. Ce genre d'affaires-là qu'on a créé pour avoir une auto vraiment stylée, vraiment sportive, vraiment différente, mais que finalement, on a juste créé quelque chose d'inhabituel. C'est un peu Tu ça. vois, Moi, j'aime ça. moi, en fait, c'est la prochaine que tu vas nous parler qui me fait penser à ça. Un peu comme les petites voitures que je pouvais avoir quand moi j'étais plus jeune, où c'était comme la voiture du futur, puis là, elle est comme en miroir et tout. Ben, c'est un petit peu ça la Mercedes EQS dans le fond, non? Ouais, si tu veux. C'est une façon de voir les choses, mettons. La Mercedes EQS, écoute, tu l'as dit, c'est un autre monde. On vous le dit tout de suite, là. EQ, ben, vous avez compris que c'est la division électrique chez Mercedes. C'est une voiture qui est 100% électrique, qui est dotée d'un très très gros système là-dessus. Là. On parle d'une grosse batterie, 107,8 kWh de batterie. C'est assez spectaculaire. Ça nous donne une autonomie de 547 km. Et je peux te le dire, c'est vrai. On l'a testé, on a roulé en masse avec. On est allé dans la région de Sutton à la brume. Coudonc, on est dû pour ça. On est allé dans la région de Phillipsburg, dans le coin de Venise en Québec, dans ce coin-là. Et on a vraiment tout le kilométrage que l'on a parcouru correspond exactement à ce qui s'affichait. Alors là-dessus, 547 km, c'est tout à fait vrai. Le design, tu as raison, on a voulu en faire quelque chose d'un peu différent. C'est à la base une classe S. La classe S, c'est la grande voiture, la grande berline du côté de Mercedes. Et là, comme c'est la EQ, c'est la version électrique. Donc, on a vraiment voulu faire un design un peu flyé, une calandre en avant qui n'est pas vraiment une grille parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, on a rempli la calandre. Des phares qui sont particuliers, je vais t'en reparler. On parle aussi de la partie arrière qui descend profondément, qui a l'air d'une fastback, pas nécessairement d'un haillon, pas nécessairement d'un hatchback, là, mais tu as vraiment un grand espace de chargement en arrière. Donc, oui, tu as raison, c'est un peu bizarre comme look. On n'est pas exactement dans le raffinement habituel de Mercedes-Benz, mais on arrive dans quelque chose d'assez Ben, différent. c'est un raffinement, mais comme dans une direction différente. Non, c'est Ouais, raffiné pareil, là. L'intérieur, il est vraiment grand. Moi, quand je suis embarqué, ouais, j'avais de attends. l'espace en masse. Ouais, là, je te parle juste de l'extérieur, là. Parce que quand tu rentres en dedans, là, tu tombes dans un autre Oui, monde. c'est C'est une ça, je m'en soucoupe allais dire. volante, là. Comment tu peux dire que c'est pas raffiné quand on entre à l'intérieur du vaisseau spatial avec les 18 écrans? C'est quasiment s'il n'y a pas l'espèce de module de simulation comme dans Star Trek, là. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, mais je cherchais mon petit robot BB-8 que je voulais installer dans la valise en Ouais. arrière, puis ça n'a pas marché. Non, mais sérieusement, effectivement, là, on parlait de silhouette. Et écoutez, il y a des roues surdimensionnées là-dessus, là. C'est d'énormes roues. Tout est fait vraiment pour avoir un look particulier. Quand on rentre à l'intérieur, et là, à l'intérieur, c'est un autre monde. Tu le dis, il y a ce qu'ils appelle le Hyperscreen. Le Hyperscreen, c'est littéralement 56 pouces d'écran. Je veux dire, littéralement, là, toute la planche de bord en avant n'est qu'un gigantesque écran. Même pour le En fait, il y passager, a... même pour le passager, il faut le spécifier. Oui, c'est ça. C'est que tu as un écran central qui est de grande dimension. Tu as le tableau de bord devant le conducteur que tu peux personnaliser, qui peut afficher des cadrans traditionnels, mais qui peut aussi afficher le GPS et tout ce que tu veux. Et tu as un écran devant le passager, comme tu le mentionnes, qui permet d'agir comme copilote, donc d'avoir le GPS et tout ce que tu veux, mais aussi de contrôler téléphone, de contrôler le système audio. Donc, tout est là. C'est absolument incroyable. Ce système-là s'additionne d'un affichage tête haute. Donc, tu as devant les yeux, au travers du pare-brise, les informations de conduite, incluant les informations du GPS si jamais tu as rentré une destination. Ce qui fait que si tu te perds, tu es un peu sans dessin, hein, on va se le dire. Parce que tu peux
avoir le même affichage du GPS à 4 endroits en même temps. Les 3 écrans plus l'affichage tête haute. Fait que là, si tu manques ton coup, tu es un peu nono. Et ajoute à ça que tu as le système MBUX, là, qui est un système compliqué avec toutes sortes d'options. Tu peux gérer là, les couleurs à l'intérieur. Tu as des sièges massants, ventilés, chauffants. Tu as 8 sortes de massages différents. Bref, tout ça est là. Tu peux changer. Tu as un filtre à ions dans la voiture qui va te dire combien de parties par million de telle et telle particule. Il y a des flacons de parfum. Ah ouais, vraiment, tout est là, là. Tout est là. C'est complètement fou. Ben, 150 000 aussi, hein? C'est ça. Et tu as ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc, tu as une caméra à l'avant et quand tu as entré une destination dans le GPS, ben, la caméra s'allume quand c'est le temps de tourner et elle te montre en temps réel la route où tu t'en vas et elle surimpose des flèches pour t'indiquer la bonne direction où tu dois tourner. Est-ce que c'est distrayant? Totalement. Est-ce que je finis par ne plus m'en préoccuper? Exactement. Fait que j'ai fini par passer tout droit pareil, puis manquer un virage. En Mais plus, c'est même pas tant bien fait. C'est pas fluide du tout, là. C'est très non. saccadé. C'est peut-être 10 frames par seconde, même pas, là. Fait que c'est très difficile de vraiment se concentrer dessus. J'ai pas conduit, là, mais je t'ai vu la conduire. C'est pas super pour vraiment le côté pratique, là. C'est un beau gadget, mais... Puis autre élément qui a été vraiment un peu dérangeant, c'est que dans le GPS, tu as le choix entre la vision traditionnelle d'une carte, là, une vision 2D ou 3D, et tu as une vision satellite. Un peu comme si tu avais un drone qui te survolait puis que tu voyais la voiture. Tu le sais, tu l'as vu avec moi. Le problème, c'est qu'on dirait que dans certaines zones, quand tu as rentré une destination, c'est comme trop d'informations pour l'ordinateur de bord et que là, il alterne de lui-même entre l'affichage satellite et l'affichage de carte. Fait que là, il y a comme un clignotement permanent. Euh, j'ai fini par éliminer la navigation parce que là, ça devenait vraiment dérangeant. Après ça, ça s'est replacé, mais écoute, c'est peut-être un problème temporaire, mais c'est quand même là. Ceci étant dit, écoute, je ne rentrerai pas dans tous les détails là, parce que les détails techno de ce véhicule-là sont absolument spectaculaires. Je vais quand même vous donner des affaires qui sont intéressantes. 516 chevaux de Ouf, puissance, 650 livres-pieds de couple, 0-100 4,1 secondes. quand même. Ça commence à être important pour un véhicule de cette taille-là. Euh, Direction aux 4 roues. Donc, tu as les roues avant, bien sûr, qui suivent traditionnellement, et les roues arrière qui sont orientables, qui peuvent aller de 4,5 degrés jusqu'à 10 degrés. Donc, ça te permet d'avoir, imagine, là, tes roues se déplacent de 10 degrés, tu peux littéralement faire un demi-tour sur un Dyson avec un véhicule qui fait 5,2 mètres de longueur. C'est complètement fou. Euh, Éclairage numérique à l'avant. Donc, les phares sont composés de plusieurs pixels qui peuvent projeter au besoin sur le sol des symboles comme attention, il y a des travaux qui s'en viennent. Ça peut s'afficher là. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Moi, je l'ai fait en explorant, en allant faire une randonnée. On est allé au théâtre de la Dame de Cœur à Upton. En passant, si vous cherchez une activité estivale, là, allez voir ce show-là, ça vaut la peine. Et on est revenu sur un rang de campagne. Et devant moi, la voiture, bon, moi je suis sur les hautes, là, parce que c'est automatique, tu t'en doutes. Et à un moment donné, il y a une voiture qui est devant moi. Je rattrape une autre voiture. Mes phares ont détecté la présence de l'autre voiture et ont baissé, mais uniquement dans l'espace de l'autre voiture. Donc, ça veut dire que ce qui était l'autre voiture était moins éclairé parce qu'il éclairait le sol, mais de chaque côté, ça continuait d'éclairer comme si on était sur les hautes. Un peu comme si les phares s'étaient divisés en différents morceaux et qui éclairaient différemment selon la perception des capteurs. C'est assez. À expliquer, c'est compliqué. À vivre, c'est une expérience, honnêtement, parce que tu vois vraiment super bien et ça s'affiche vraiment super bien. À l'intérieur, tu peux changer la lumière d'ambiance. Bref, c'est un modèle de technologie absolument spectaculaire. Évidemment, je l'ai dit, 547 km d'autonomie, ça veut dire 11 heures et un peu plus de recharge sur une borne de niveau 2 à la maison. Par contre, tu as des infrastructures de recharge. Ça te permet d'aller chercher jusqu'à 100% de recharge en 35 minutes ou à peu Ah, c'est près pas si mal. sur une borne rapide de 200 kWh, 200 kW cependant. Donc là, évidemment, ça, faut les trouver. Bon. Mais tout ça pour dire que cette voiture-là, elle est exceptionnelle. Et si ce n'était du prix,
J'aurais pas trouvé beaucoup de défauts, ta mère non plus d'ailleurs. Ta mère insistait pour qu'on prenne la Mercedes. Bon, évidemment, elle aimait les sièges chauffants et le massage, là, on peut comprendre. Ouais, elle, c'est plus ça, ses critères de C'est choix critère. que vraiment la puissance. Exactement. Mais, sauf que donc, on a pris cette voiture-là qui valait, je te le signale, 165 000 avec les options qu'on lui avait ajoutées. Donc, 165 000 c'est son principal défaut, je dois te le dire. Mais pour le reste, c'est un véhicule absolument exceptionnel. Sauf que, je l'ai dit, c'est un véhicule hyper techno. Et là, tu es en train de me dire que c'est le fun, la techno dans une voiture, mais ça se pourrait que ce soit pas si le fun que ça. Oh non, mais au contraire, en fait, moi je suis plutôt d'avis que c'est encore plus le fun après ce que je vais te raconter. Moi je vais te raconter l'histoire de Green Luigi 1 du site Programming with Style. Ouais, tu comprendras pourquoi il veut peut-être pas nécessairement donner son vrai nom. Alors il s'est acheté en 2021 une Hyundai Ioniq Cell. Donc j'imagine que c'est une hybride. Je sais pas si c'est un modèle qu'on a nous autres ici, mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'il décrit sa voiture. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est d'utiliser ses connaissances en informatique pour prendre le contrôle de l'ordinateur de bord du système d'infodivertissement. Et en fait, on va se rendre compte que le système d'infodivertissement contrôle beaucoup plus que simplement le divertissement et le GPS, par exemple. Donc, il a commencé simplement par se rendre dans le engineering mode que beaucoup de véhicules ont. En fait, là, c'est vraiment juste un simple mode dans lequel, bon, on peut avoir des informations de base. On peut aussi rentrer un code qui est souvent trouvable en ligne, en fait, hein, parce que c'est des codes qui sont génériques. Et là, on a accès à, disons, ce que les ingénieurs, ce que les gens qui vont réparer votre voiture pourraient avoir accès. Et à travers ça, le gars a fini par être capable de trouver une archive en quelque part qui contenait le système d'opération, en fait, pas simplement le système d'opération, mais l'application, en fait, du système d'infodivertissement. Et avec cette archive zip-là, bon, c'est long, ok, c'est 3 parties de blog, je vais vous faire une histoire courte, mais il a réussi à craquer cette archive-là à l'aide d'outils facilement trouvables sur Internet. Il a réussi à ouvrir le système d'exploitation et l'application normalement de l'ordinateur de bord, et avec ça, après avoir beaucoup travaillé là, pendant, encore une fois, 3 parties de blog, il a fini par être capable d'accéder à l'ordinateur de bord, d'avoir les droits d'administrateur sur l'ordinateur de bord et finalement même d'implanter sa propre application avec une interface sur l'écran tactile et tout, où il pouvait, entre autres, débarrer et barrer les portes, avoir accès à l'état, savoir s'il était ouverte ou fermée de toutes les portes dans la voiture, avoir accès à la température de l'habitacle, et tout ça, c'est contrôlé par une application sur l'écran de la voiture où il est écrit « Hacked by Green Luigi 1 ». OK. Là, je te pose une question. 2 questions, en fait. La première, c'est est-ce que ce hack-là aurait pu avoir une influence sur les performances mécaniques de l'auto? Tu sais, y aurais-tu pu, par exemple, là, changer le régime moteur ou aller jouer dans la mécanique pure, ou s'il était limité aux fonctions électroniques, divertissement, confort de la voiture? Je pense que même Green Luigi One, il serait pas vraiment capable de répondre à ta question parce que je pense que lui-même est pas vraiment au courant de la puissance complète de son outil. Faut dire que les compagnies font pas mal exprès pour cacher toutes les possibilités. On le sait pas vraiment. Puis quand on lit son blog, on se rend compte que c'est vraiment un essai-erreur juste pour réussir à arriver à débarrer et barrer les portes. Donc, ça dépend de l'architecture du logiciel faite par Hyundai. S'ils ont été intelligents, d'après moi, non, on pourrait pas. Parce que ça devrait être contrôlé par 2 aspects différents. Mais d'un autre côté, je suis pas un expert informatique moi non plus, du moins pas au même niveau que le gars qui a réussi à faire ça. Donc, écoute, il y a une possibilité non négligeable qu'on puisse contrôler. Puis moi, en fait, ce que ça me faisait penser,
C'est beaucoup plus ce qu'on a parlé il y a quelques semaines quand on parlait de BMW qui vendait des voitures avec la mécanique nécessaire pour, par exemple, faire des sièges chauffants ou certains trucs de sécurité qui sont contrôlés uniquement par l'ordinateur de bord. Donc, c'est uniquement l'ordinateur de bord qui t'empêche d'utiliser telle ou telle fonction et il faut payer de façon mensuelle par un abonnement pour avoir accès à telle ou telle fonctionnalité. Moi, ce que je me dis, c'est avec quelque chose comme ce que le gars a fait, est-ce que ce serait possible de simplement mettre un petit flag dans l'ordinateur à quelque part, ah oui, en passant, j'ai payé, puis on a accès à tout ça sans avoir besoin de payer. Ça me semble être quelque chose qui est non négligeable, là. Puis c'est quelque chose que d'après moi, on va voir de plus en plus. Puis c'est le début, là. Ça, c'est le commencement, là. Oui, puis écoute, on parlait de mécanique tantôt, je te parlais de régime moteur, mais c'est sûr que ma deuxième question était un peu dans le même ordre. Si c'est un véhicule électrique, il n'y a pas vraiment de moteur, tout est contrôlé électroniquement. Donc, est-ce qu'on pourrait ultimement aller changer ça? Ou faire comme Tesla, quand Tesla te télécharge des mises à jour over-the-air qui sont capables d'augmenter la capacité de ta batterie, par exemple, est-ce que tu pourrais contourner ces mises à jour-là et aller augmenter toi-même? Et tu viens de répondre à ma question en disant « Ouais, mais si on avait le truc de BMW, on aurait probablement pu avoir nos sièges chauffants nous-mêmes. » là. Ben, en fait, l'affaire, c'est que c'est exactement comme ça que le gars a réussi à mettre son propre système sur l'ordinateur. Il s'est comme fait passer un peu pour une mise à jour over the air, comme ce que Tesla fait très exactement. Puis je sais que aussi les véhicules électriques, une des choses que l'ordinateur fait, encore une fois, je sais pas si c'est la même partition de l'ordinateur, je sais pas si c'est géré par le même système d'opération, donc le système d'exploitation, donc ça, encore faut-il le voir, mais une des choses que je sais qui est réglée électroniquement aussi dans une voiture électrique, c'est la vitesse maximale. Oui, c'est vrai. Ah, mon Dieu. Ah! OK, que tu viens pas de me rassurer pantoute. Tu me disais que c'était le fun, là. Excuse-moi, c'est pas le fun. Ben moi, personnellement, je trouve ça fantastique parce que, et tu me pardonneras mon joli français, mais fuck les compagnies comme BMW qui veulent faire de l'argent sur le dos de choses qui sont déjà dans leur voiture. C'est peut-être mon cynisme qui sort, mais ça, c'est la partie bien. Et j'ose espérer que ça va faire un peu comme Moi, ce que ça me fait penser, c'est l'époque où c'était à la mode de jailbreaker son iPod Touch, là. Puis on installait des applications gratuites dessus avec Cydia, là. Écoute, je pense pas qu'il y a grand monde qui a vraiment utilisé ça pour des buts criminels et machiavéliques. Je me dis que les gens qui aiment ça aller vite et qui n'utilisent pas vraiment leur cerveau sur la route sont probablement peut-être pas les mêmes que les gens qui ont les capacités en C++ nécessaires pour faire ce que Greenluigi 1 a fait. Donc tant que c'est pas démocratisé, je me dis ça reste quand même mineur. Ouais, là, puis il n'y a aucun risque, là. Regarde, inquiète-toi pas, je changerai pas mon char comme ça, moi. Il n'y a aucun risque. Moi, j'ouvre et j'éteins mon ordinateur, ça me suffit ça, amplement comme ben c'est ça, là. Ça me fait penser à justement aussi mettre une puce dans son Xbox qui permet de jouer des jeux craqués, là, comme on faisait à l'époque. Mais ça, il y a plein de monde qui font des affaires comme ça, tu sais. Je veux dire, on l'a fait avec des voitures, on fait chipper des voitures pour qu'il y ait plus de puissance au niveau mécanique. Regarde, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'essayer quelque part. On va juste espérer que du point de vue sécuritaire, ça passera pas. Ben moi, j'espère plus que ça va envoyer un message du genre... Si vous avez beau essayer de faire des choses d'abonnement comme ça, c'est si facile à détruire. Faut dire que le problème, c'est que Hyundai a pas été très brillant dans sa sécurité informatique pour ça spécifiquement. Ils ont utilisé des clés d'encryption qui sont publiques, en fait, qui sont des clés d'exemple. Ouais, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'à un moment donné, tout le monde est un peu dépassé par la rapidité avec laquelle ces affaires-là surviennent, là. Tu sais, rappelle-toi, il y a eu une histoire de Hyundai il n'y a pas longtemps que si tu défaisais la colonne de direction puis tu rentrais une clé USB, tu étais capable de démarrer le moteur. Bon, c'était vrai entre 2014 et 2017. Avec le temps, ils ont appris et ils ont mis des nouveaux systèmes qui bloquent. J'ai l'impression que ça va être la même chose avec ça. Mais on verra, là, parce que là, on peut voir là, le voltage de la batterie, on peut voir l'odomètre, on peut voir le statut, on peut voir plein de choses. Là, on a accès à plein de choses. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes des petits geeks, nerds dans l'âme, programmingwithstyle.com/posts/ How I Hacked My Car. On mettra le lien sur notre page Facebook là, de Gotchar. Bonne idée, j'ai trouvé que c'était bien drôle. Il y a beaucoup de codes, par exemple, préparez-vous. L'autre aspect très rapide que je voulais vous parler, c'était mon expérience avec la Mazda MX-30. Je l'avais déjà conduite, il faut dire. Je la connaissais déjà bien, mais là,
explique donc pourquoi est-ce que je l'ai eu. Ben, en fait, il faut expliquer que moi, j'ai eu la MX-30 pendant quelques semaines, justement pour voir comment ça se déroulait, la vraie vie avec ce véhicule-là, qui a, rappelons-le, 160 km d'autonomie. Hein? Et je passe mon temps à dire aux personnes responsables des relations publiques chez Mazda que j'adore leur voiture, si ce n'était du prix d'achat et du 160 km. Quand on est allé à Halifax, William et sa copine, Audrey, que l'on salue, qui fait aussi le montage de notre émission, on doit le dire. Salut Audrey. euh, sont venus rester ici, faire les gardiens pour nos chiens et pour la maison. Et ils ont donc profité de la voiture pendant une semaine que je ramenais la semaine suivante. Et je pense que vous avez beaucoup apprécié finalement ce séjour-là, d'autant que maintenant, on le rappelle, j'ai une borne à la maison et que c'est d'autant plus facile à recharger. Là. Ben, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que la borne, ça rend ça beaucoup plus facile. Faut dire que mes critiques ne changent pas quant au prix et à l'autonomie. Ça reste les 2 points négatifs les plus gros de cette voiture-là, selon moi. Cependant, ils sont moins gros que je l'aurais cru. On est allé à Sherbrooke, entre autres, chez la sœur de ma copine. C'est pas mal toute l'autonomie, juste y aller, là, on va se le dire. C'est à peu près 130 km s'y rendre, 130 km après revenir. C'est pas mal beaucoup plus que 160 km au bout du compte. Finalement, je m'attendais à ce que ce soit difficile, je m'attendais à ce qu'on ait peut-être pas le temps, qu'on soit obligé de changer de trajet. Finalement, on a pris le trajet le plus rapide, on est allé là-bas, même dans un petit quartier résidentiel un peu à l'extérieur de Sherbrooke, il y avait une borne à peu près 10-15 minutes de marche de chez elle. On s'est stationné là, finalement, elle a été assez gentille pour nous faire un lift à l'aller et au retour, donc je la salue, elle également. Mais même à ça, marcher 10-15 minutes de marche, selon moi, ça vaut la peine parce que au bout du compte, notre petit aller-retour à Sherbrooke va nous avoir coûté quelque chose comme 4$. Plus quelques sous là, peut-être sur la facture électrique de la maison chez vous. Là. J'avoue que ça, je ne peux le dire. Mais avec les circuits électriques, ça va nous avoir coûté 4$, alors que ça nous aurait coûté, avec de l'essence, quelque chose peut-être plus comme quoi, 20-25$, je sais pas. Ouais, peut-être même plus, là, faire 260 km. Calcule que tu fais 7 litres au 100 à près de 2$ le litre. Ça veut donc dire 14-15$ minimum, un peu plus que ça. Ouais, une vingtaine de dollars. Au minimum avec une voiture de 7 litres au 100, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais, fait qu'effectivement, il y a ça. Par contre, on doit le préciser, c'est la Mazda MX-30. Donc, elle se recharge assez rapidement et en à peu près 2 heures, tu es capable d'avoir la presque totalité de la charge, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les véhicules électriques non plus. Là. Oui, mais franchement, ça n'a jamais été un problème pour moi, justement parce qu'elle se recharge aussi rapidement. Puis s'il y a un problème avec, selon moi, il est plus au niveau de l'infrastructure qu'il y a autour de ça. Parce que, bon, toi, tu as une borne à la maison, comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui a l'espace, hein, quand on habite en appartement ou quelque chose comme ça, parfois c'est même impossible. 2, l'argent aussi, parce que c'est quand même un certain investissement. Quoi qu'au bout du compte, peut-être que ça se rentabilise plutôt que d'aller au circuit électrique. Mais même à Montréal, moi, j'ai trouvé que ça allait très, très bien. C'est rare qu'on va faire 160 km dans sa journée, du moins dans mon style de vie. Là, je sais que toi, c'est plus fréquent, mais tu sais, dans mon style de vie, même dans celui de maman, on en parlait l'autre jour, c'est rare qu'elle va faire 160 km dans sa journée. Nous autres, aller faire les commissions à Montréal, parce qu'on l'a ramené après à Montréal, bon, on l'a gardé pour la fin de semaine, longue histoire. Mais ça a super bien été. On va se stationner. Bien souvent, dans les endroits un peu plus commerciaux, tu as une densité de bornes qui est plus grande. Moi, personnellement, j'ai jamais vu aucune voiture dans les bornes du circuit électrique, même dans mon coin. donc, ils sont toujours libres. Et t'arrives là, puis en 1 heure, on était allé faire un tour à l'épicerie, on est allé chercher un café. Elle était à 45%. Elle était rendue à 60%, puis on en avait assez pour faire notre commission. Donc, si ça se remplit à coût d'1 heure comme ça, à coût de 1$ là, pour le 20-25 km, moi, j'ai de la misère à y trouver un défaut rendu là quand ça fonctionne dans son style de vie, quand on est prêt à s'ajuster. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est que ce soit une voiture électrique ou une voiture à essence, tu dois t'acheter une voiture qui répond à tes besoins. Je dis toujours à la blague, si tu as des jumeaux, puis tu vas t'acheter une Mazda MX-5, tu vas laïr ton char, mais c'est pas parce que la voiture est mauvaise, c'est parce que tu l'auras mal choisie. Donc, pour toi, c'est parfait la MX-30
parce que ça correspond à ton style de vie. Tu parlais de maman, effectivement, elle, on a une borne à la maison, elle travaille à quelques kilomètres de la maison quand c'est pas en télétravail, et même à son bureau, ils ont des bornes accessibles. Donc, je pense que c'est un bel exemple que la voiture. Mon gros bémol, c'est que la version qu'on avait, elle vaut 48 000 $. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Puis surtout quand, comme tu l'as déjà dit, c'est montré parfois comme étant une deuxième voiture à 50 000, c'est un peu beaucoup. Puis même ma blonde qui adore, ok, je dois dire, elle adore la MX-30, là, vraiment, elle a dit que c'est ça qu'elle voudrait s'acheter potentiellement, mais elle a dit c'est ça que je voudrais m'acheter potentiellement s'il y avait plus d'autonomie. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment ça. Il y a un équilibre à atteindre, selon moi, chez Mazda là-dessus. Soit en donner plus pour le prix, ou en donner quelque chose qui a plus pour ton argent, en fait. Soit, et ça m'étonnerait beaucoup que ce soit ça, descendre le prix, mais bon, ça arrive jamais, on va se le dire. Non, ça n'arrivera pas. Mais bon, je suis content de voir quand même que comme moi, tu as apprécié la conduite, tu as apprécié le reste. Le reste, ben, c'est le bémol. Ben, J'ai senti le Jinba Itai. Ah, ok, ben on va préciser aux gens qui ne nous ont pas écoutés encore que le Jinba Itai, est-ce que ma prononciation était correcte? Là? Ouais, en fait, le truc, là, c'est que ça va. Faut juste pas que ça sonne comme Itai. Et ça, je vais le redire. Parce que si tu dis Itai, alors Jinba, ça veut dire un homme et un cheval, ok? C'est pas vraiment un mot. Jinba. Et là, si tu dis Itai après, c'est comme si tu disais j'ai mal à mon homme cheval. Ouais, non, mais là, c'est pas ça, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, mais toi, tu dis Atamaga Itai, j'ai mal à la tête. Mais là, il faut que tu dises Itai, donc avec 2 T pour dire un seul corps, qui est une combinaison de Ichi, qui est un, et Tai, qui veut dire corps. Donc là, tu dis Jinba Itai. En gros, ça veut dire ne faire qu'un avec sa monture. C'est vrai pour les chevaux. C'est la philosophie derrière la prétention de Mazda de préparer des voitures. Donc, et spécifiquement, ce que je veux dire, c'est que spécifiquement, c'est par rapport au mouvement de bassin qu'on va avoir. Surtout, ça fait référence à quand on fait du tir à l'arc sur un cheval et qu'on doit stabiliser son bassin et donc sentir les mouvements du cheval dans son bassin. Et là, vous voyez pas mon père à la vidéo de moi qui fais le mouvement avec mon bassin. C'est impressionnant. Oui, quand même. Mais... on va arrêter ça là, oui, avant que ça devienne indécent. Non, mais je l'explique. Mais j'ai senti ça quand tu prends une... Tu me disais que c'était le contrôle vectoriel des forces G, c'est ça? Ouais, c'est le Skyactiv G. C'est ça. Mais quand tu prends une bump, là, une bosse, tu le sens vraiment dans ton bassin, dans le siège, que c'est beaucoup plus fluide que, par exemple, les Jeeps qu'on a essayé ensemble ou quelque chose comme ça. Alors voilà, c'était le Jinba Itai, le homme-cheval, un seul corps. Et c'est aussi ça qui met fin à notre émission cette semaine. Avec l'image un peu troublante de William qui fait le Jinba Itai. Bref, mais c'est ça qui met fin à notre émission. Évidemment, on vous remercie d'avoir été avec nous. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter, bien sûr, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Bien sûr, on vous demande de vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook personnelle ou sur la page Facebook de Gotchard Podcast, bien sûr. On a aussi... peut-être vous aider à mettre une face sur l'image. C'est ça, exactement. On a aussi, bien sûr, si tu m'as mêlé, là, une adresse courriel, gotchardpodcast@gmail.com, si vous avez des questions. Et là, ben, on va aller se remettre tranquillement de cette image-là. Alors, mon cher William, je te remercie et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.